La sobriété énergétique. Pour certains, c'est un gros mot. Et il n'est pas rare dans les médias de croiser ce genre d'illustration qui laisse penser que le seul moyen de répondre au changement climatique passe par l'innovation et le progrès technologique. Julian Alwood, professeur à l'Université de Columbia et co-auteur du 5e rapport du GIEC, parle de techno-optimisme. Il compare ça à un médecin qui, devant un patient alcoolique, lui conseillerait de ne rien faire, puisque bientôt apparaîtra une nouvelle technologie qui lui permettra de réparer son foie endommagé. C'est en effet une très bonne chose que nos appareils consomment moins, polluent moins. Mais il apparaît que plus nos appareils deviennent efficaces, plus leur usage devient intensif. Et ça fait que nos progrès, que tous nos gains dus au progrès technique sont annihilés de par nos usages beaucoup plus intensifs. Et c'est ce qui est montré ici dans ce graphique, qui est une projection de négawatts, qui montre que la principale contribution en vue d'une baisse de nos consommations passe par la sobriété. Et sans sobriété, tous nos progrès technologiques finalement voient leur valeur quasi réduite à néant. Cette sobriété, il va falloir l'accepter. Et si tout le monde consommait autant que le français moyen, nous aurons besoin de 3 planètes pour subsister à tous nos besoins. Et ce changement, il ne peut pas être imposé. Il doit passer par le consentement. Donc la question n'est pas tant de savoir comment développer des appareils qui vont être plus efficaces et consommer moins, mais surtout comment utiliser la technologie pour nous servir dans notre quête vers plus de sobriété énergétique et nous aider à changer nos habitudes et nos comportements. En fait, nos comportements commencent déjà à changer. Il n'y a pas si longtemps, on produisait l'énergie dans un point A, on l'acheminait vers un point B pour y être consommé. Mais depuis peu, on peut par exemple installer des panneaux photovoltaïques chez nous, produire notre propre énergie. Et donc, cette énergie, on peut la consommer sur place, la stocker ou même la réinjecter dans le réseau pour la revendre. Le problème, c'est que les réseaux de distribution qu'on a bâtis ne sont pas faits pour gérer des flux qu'on appelle bidirectionnels, donc ils vont dans les deux sens. Et surtout, il faut qu'en tout temps, on puisse avoir toujours production égale consommation. Sinon, c'est le court-circuit. Le machine learning peut nous permettre de mieux gérer les réseaux et donc de répondre à cette contrainte tout en optimisant leur comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien totalement piloter la gestion d'un bâtiment, par exemple en gérant les systèmes de chauffage, de climatisation, de consommation en général. Et donc, on pourrait facilement, grâce à une IA, piloter un bâtiment en répondant à certaines contraintes, à savoir la minimisation de la consommation, des émissions, des coûts, maximiser l'utilisation des énergies vertes, échanger de l'énergie entre bâtiments. Bref, le champ des possibles est infini. Des algos qui permettent de faire ça, il y en a pléthore, qui marchent plus ou moins bien. C'est là que commencent réellement les travaux de la thèse, c'est de partir du constat que ce modèle-là est incomplet, puisqu'il ne prend pas en compte une composante majeure du problème, qui est l'usager. Si demain mon algorithme décide de monter le chauffage, eh bien, en tant qu'usager, je peux trouver qu'il fait trop chaud et ouvrir la fenêtre. Mon algorithme va répondre, va réaugmenter le chauffage. On aurait gardé la même température, mais consommé plus d'énergie finalement pour rien du tout. Ce genre de choses n'est pas pris en compte aujourd'hui dans les algorithmes. On estime donc qu'il faudrait aller plus loin et prendre en compte cela. Mais il faut surtout on peut aller encore un pas plus loin et dire ce qu'on veut, ce n'est pas mieux piloter un bâtiment, c'est surtout induire un changement de comportement vers plus de sobriété. Donc c'est un vrai pas de côté. Pour permettre cela, il faut prendre en compte le confort des usagers. Parce que selon nous, il n'y a que le confort qui puisse nous garantir une certaine résilience et un consentement pour changer les habitudes. Le problème, c'est que évidemment, le confort, c'est quelque chose de très subjectif, difficilement mesurable, difficilement quantifiable. Donc comment le prendre en compte ? On est parti de l'hypothèse de se dire qu'en fait, il faut partir du problème. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens consomment principalement pour maximiser leur confort. Et c'est tout le problème, justement. Et si on veut changer cela et prendre en compte ce confort, on peut très bien se dire qu'on peut avoir un algo comme avant qui va respecter toutes ces contraintes. Alors on pourrait facilement récupérer les habitudes de consommation, les apprendre, voire les anticiper. Donc ici on voit un graphique, ça ce serait une consommation globale, et là chaque couleur on pourrait la décomposer
en la consommation de plusieurs appareils différents. C'est ce qu'on appelle le NIL, pour Non-Invasive Load Monitoring. C'est quelque chose que vous pouvez voir vous-même tous les jours. Si votre fournisseur c'est EDF, vous pouvez aller sur votre compte et votre facture sera décomposée en la part que vous payez pour chaque groupement d'appareils. Le problème avec cette approche, c'est que c'est une valeur moyenne, approximative, et que si on veut piloter un bâtiment, il nous faut une valeur, il nous faut une décomposition précise et surtout autentée en continu. Donc, dans le cas de cette thèse, on a proposé un modèle qu'on appelle ConvenilNet, qui en fait s'inspire de modèles qui sont utilisés pour la décomposition des instruments dans les chansons, en fait. Et en utilisant ce genre de modèle-là, on arrive à récupérer un modèle qui est assez efficace, et précis et surtout rapide pour permettre une décomposition en continu. Donc, une fois qu'on a ce genre d'outil, quel serait le plan? On pourrait l'utiliser dans le modèle classique. On aurait un bâtiment, une IA qui piloterait la consommation de ce bâtiment, et en pilotant la consommation de ce bâtiment, on aurait ce qu'on appellerait des courbes de charge, c'est-à-dire la consommation appareil par appareil au sein du bâtiment induite par le pilotage. On aurait juste besoin de comparer cette courbe de charge à la courbe de charge des habitudes de consommation réelles qu'on a, et si on arrive à respecter nos contraintes tout en minimisant la différence entre ces deux courbes de charge, alors on aurait dit, super, on a maximisé le confort. Le problème, c'est que ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Ce n'est pas avoir un meilleur pilotage, c'est avoir un bon pilotage tout en changeant aussi les habitudes de comportement. Et donc l'idée est très simple, c'est de dire, bon, eh bien, on veut en faire en sorte que nos courbes de charge soient suffisamment proches, mais différentes, mais suffisamment proches pour qu'on puisse induire un changement de comportement petit à petit, donc en gros baisser la consommation chez les gens. Et du coup, à chaque fois qu'on aura un shift de la consommation, on pourra réussir à mieux piloter nous-mêmes notre bâtiment, en trouvant des solutions encore meilleures, et du coup, jusqu'à un point de convergence, on aura enfin atteint une sobriété énergétique. Évidemment, cette question-là, cette façon de faire, je l'admets, pose des questions éthiques très importantes, auxquelles je serai très, très heureux de vous répondre plus tard dans la session de poster. Et je vous quitterai donc sur une phrase de Sartre que j'aime beaucoup et qui résume très bien la situation, et qui, pour lui, dit que la liberté, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, c'est de vouloir faire ce que l'on peut. Merci beaucoup.